Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, le regard de la culture sur l'actualité. Victoires électorales, communication maîtrisée, désir de mise en place d'un parti de gouvernement. Nous nous interrogeons sur la stratégie des nationalistes au-delà de la Corse. Le nationalisme corse mise-t-il sur une diplomatie internationale? Rien que ça, je vous vois sourire. C'est notre sujet du soir avec les journalistes Caroline Ettori et Sébastien Pisane, suivi du décryptage culturel avec Marie-Josée Arriguilandine et Xavier Affre. Bonsoir Caroline Ettori, journaliste pour Parole de Corse. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Pisane, journaliste. Pourquoi ce matin je vous voyais sourire à l'énoncé de la thématique du soir. La question peut paraître forte, audacieuse, incongrue, choisissez la terminologie, mais elle nous paraît évidente, sérieuse. Le nationalisme corse mise-t-il sur une diplomatie international? Gilles Siméon, président de l'exécutif de Corse, élu à la tête de la commission des îles de la CRPM, la conférence des régions périphériques maritimes, visite de Jean-Guy Talamone au Vatican, discours de Sébastien Queno, DIRCAP de Talamone lors d'une réunion de la 4e commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Ce qui nous intéresse, c'est le décryptage des messages derrière ces actes. Sébastien, le nationalisme corse parie-t-il en tout cas sur, même en stratégie de communication peut-être, sur une diplomatie? Alors, oui, en tout cas, il y a une volonté. Alors, diplomatie, évidemment, on n'est pas dans le cas, évacuons ça immédiatement, parce que je sens que Caroline va vite s'insérer dans cette forme de malentendu. On n'est pas, évidemment, dans un niveau de diplomatie qui serait celui d'un État souverain, nous sommes d'accord, souverain et indépendant. Mais il n'en reste pas moins que il s'est opéré un changement finalement assez logique. Jusque-là, on connaissait les nationalistes à travers tous les liens partisans, militants qu'ils avaient pu établir avec d'autres structures similaires, d'autres partis à travers l'Europe. Il y a eu les journées internationales de Corté encore cet été. Vous avez remarqué qu'au-delà d'autres régions françaises où la problématique de l'autonomie ou de l'indépendance peut faire écho, il y avait une délégation du Kurdistan, par exemple. Bon, ça, c'est assez classique. On a par exemple aussi le PNC, qui est membre de l'Alliance libre européenne, déjà depuis des années. Donc là, on est effectivement sur des structures assez militantes, des relations assez militantes. Désormais, bien sûr, les nationalistes sont aux responsabilités, à la collectivité territoriale de Corse. Donc, ils ont la possibilité d'établir des liens un peu plus institutionnels, voire, vous l'avez rappelé, dans le cas, par exemple, de Gilles Siméon, de prendre la présidence de cette commission des îles. Alors, on ne va pas changer complètement la face de l'Europe ni de la Méditerranée, mais effectivement, c'est une politique aujourd'hui beaucoup plus construite. Stratégie de communication, cela sert à une stratégie de communication? Ah oui, certainement. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas. D'autant plus qu'elle est très bien orchestrée et bien exécutée. Mais sur peut-être la présidence de Gilles Siméon sur la commission des îles, en plus à l'unanimité, donc c'est quand même une belle perf. Je crois qu'il y a à peu près 24 membres. Ça représente 15 millions d'habitants. Donc c'est plutôt pas mal. Mais plutôt qu'une stratégie de liens internationaux, machin, c'est juste un bon lobbying de la part des Baléares, de la Sardaigne et de la Corse, voilà, qui ont un peu trusté les voix pour que la Corse, qui démographiquement et économiquement n'est quand même pas la plus représentative de ces îles-là, elle prenne le flambeau et la tête de la commission. Donc c'est bien, mais attention, la Corse, dans cette commission, elle ne représente pas la Corse. Elle représente la France. Moi, je parlerais plus du Comité européen des régions, auquel siège Marie-Antoinette Maupertuis, et où là, la Corse siège en tant que collectivité territoriale de Corse. Non, c'est un très très bon exemple. Mais il ne faut pas non plus, excusez-moi, mais rester à la surface des choses. Parce que Gilles Siméon n'est pas le premier président venant de Corse. Il y a eu Jean Badione entre 1999 et 2005, je crois. Il a fait 3 mandats, c'est des mandats de 2 ans. Il fait 3 mandats successifs. Et
lui-même, quand il parle de cette expérience, je l'ai entendu sur cette même chaîne d'ailleurs en parler dans un très bon reportage, où il expliquait qu'à un moment donné, ces différentes îles partagent un certain nombre de spécificités. Gilles Simeoni, d'ailleurs, plutôt que le terme de handicap, préfère dire on a des opportunités communes, ça peut être aussi une chance. À un moment donné, c'est aussi la possibilité d'influer sur certains textes qui ne prennent pas suffisamment en compte le fait insulaire. Donc, ce que je veux dire, c'est pas seulement je vois ce que vous voulez dire dans le lobbying, le fait que la Corse prenne cette présidence, mais je veux dire, il y a vraiment des choses intéressantes à y faire, tout aussi intéressantes que ce fameux rapport que vous évoquez, qui est lié au statut d'île-montagne pour la Corse et sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, exactement. Non, je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. L'objectif de la Commission est affiché de Gilles Simeoni et des différents membres, c'est d'acter une clause d'insularité justement pour mieux prendre en compte le caractère insulaire dans l'énergie. Après, Caroline a raison. On reste dans la situation d'une coopération entre États membres. Et la Corse, n'étant pas elle-même un État indépendant, bien sûr, c'est la France qui est en première ligne. Alors, on va tout de même essayer de comprendre s'il y a une stratégie désirée, une stratégie voulue par les nationalistes. J'aimerais mettre en perspective deux morceaux de discours de Gilles Simeoni. Le premier a lieu le jour de son investiture, justement, à la tête de la Commission des îles en mars 2017. Il dit ceci: c'est un poste qui nous permettra de jouer un rôle d'animation, d'impulsion, quelquefois de proposition par rapport à des enjeux essentiels. Et la seconde, elle est issue d'un communiqué publié en juillet 2017. Fais-moi Gortiga doit donc évoluer fortement et rapidement et devenir un véritable parti de gouvernement, adossé à un fonctionnement respirant et démocratique, ouvert à la société civile. Et là, c'est très intéressant, présent sur tous les terrains de lutte et d'action, au plan interne comme au plan international. Oui. Pour moi, c'est un signe de maturité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une collectivité territoriale comme celle de Corse, qui dispose d'un certain niveau d'autonomie limité, mais pourquoi s'empêcherait-elle effectivement d'avoir une politique vis-à-vis d'autres territoires qui d'ailleurs parfois lui sont très proches. Regardez, l'un des premiers déplacements qu'ont fait les responsables nationalistes après leur arrivée à la collectivité territoriale de Corse a été de se rendre par exemple en Sardaigne. Ça peut paraître un gadget, moi je ne le crois pas. Je veux dire, ce sont des îles qu'on nomme généralement des îles sœurs. À un moment donné, je ne dis pas qu'il va se jouer des flux économiques gigantesques entre la Corse et la Sardaigne, mais je trouve intéressant quand même qu'une collectivité territoriale comme la Corse joue un rôle dans ce domaine-là. Je voulais juste ramener un petit élément, parce que depuis tout à l'heure, on est sur l'aspect institutionnel. Vous savez quel est le principal levier au niveau de la diplomatie? C'est l'économie. Je veux dire que, généralement, d'ailleurs, les diplomates parlent aussi économie. Et je pense qu'à un moment donné, ça ne passe pas que par des institutions. C'est aussi très intéressant de voir tout ce qui peut se faire en termes d'initiatives qui rapprochent des entrepreneurs corses à des entrepreneurs d'autres pays étrangers. Et parfois, d'ailleurs, la sphère politique s'en mêle à travers l'Agence de développement économique de la Corse. Alors, il y a l'économie, nous sommes d'accord, il y a évidemment la partie institutionnelle, mais vous le savez très bien, Caroline, vous êtes une fine observatrice de la vie politique, donc vous savez très bien que très souvent, on gagne une stature de présidentielle, de présidentiable avec les questions internationales. Là, on a tout de même le sentiment, depuis qu'ils sont élus, que ce soit Jean-Guy Talamogne ou que ce soit Gilles Simeoni, que les propos sur la dimension internationale sont une réalité et servent à une stratégie de communication à visée électorale. Alors, complètement. Et je trouve que vous êtes même un peu gentil sur l'analyse. Juste, moi, j'attendais que... Non, mais c'est vrai. Parce que moi, ce qui me plaît dans la citation que vous avez relevée, c'est au plan interne comme au plan international. Il ne dit pas au plan national comme au plan international. Alors, le national, ça dépend de quel côté on se place. C'est subtil, mais c'est assez éclairant. Ces gens, on veut rentrer dans le grand bain de l'international et de l'émancipation, mais on trempe un peu le pied pour ne pas dire national en interne. Voilà. Moi, je trouve que c'est politiquement très malin, mais intellectuellement assez malhonnête et assez tendancieux de vouloir squeezer le cadre dans lequel s'inscrit la Corse, c'est-à-dire le cadre républicain, le cadre national. Oui,
Non, mais parce que vous avez, excusez-moi, une façon assez restrictive de voir les choses. Non, mais là, ce sont ces déclarations, Sébastien. D'accord, mais les grandes régions françaises, avec de grandes métropoles, ça fait des années qu'ils cultivent de l'international, dans des échanges avec d'autres territoires. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je ne vois pas pourquoi la Corse devrait toujours avoir ce regard perdu vis-à-vis du continent. Je veux dire, à un moment donné, on est dans un espace très intéressant. C'est très bien que la Corse réinvestisse son environnement méditerranéen et tisse des liens internationaux. Moi, bien sûr, on a pris énormément de retard. Exactement. Ce que je trouve un petit peu tendancieux, c'est de faire comme si l'échelon national était simplement un petit détail administratif, vous voyez, parce que c'est quand même super facile de vendre du rêve, hein, de parler à l'international. Parce que le refus à l'international, le rejet à l'international, forcément l'impact est moindre, les conséquences sont moindres qu'un Manuel Valls qui dit non, ou d'un Christophe Castaner qui dit non aussi. Oui, mais voilà. Vous avez aussi parfois des choses très concrètes. C'est pas non plus que de l'habillage. On a entendu parler avant l'été, vous savez, de ce fameux projet de métro aérien. Je veux dire, des fois, effectivement, il peut y avoir des impulsions politiques qui va replacer peut-être la Corse enfin, parce que on crève de ça. Quand aujourd'hui vous allez à Rome, vous êtes obligé de monter sur le continent, de changer d'avion. C'est juste n'importe quoi, alors que Rome est à nos pieds. Donc, enfin, là, au bout du rivage, je dirais, pas encore à nos pieds. Ça peut être n'est-ce pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on voit bien quand même qu'il est intéressant d'avoir des initiatives dans ce domaine et qu'on n'est pas seulement dans de l'habillage, dans du coup de com', dans une stature que l'on cherche à se façonner. Alors, comme tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Autre déplacement intéressant à analyser. Vous étiez l'un des rares journalistes insulaires à être, un des rares journalistes corse à être présent. Jean-Guy Talamogne au Vatican. Vous étiez présent avec notre consoeur Anne Chabanon de Corse Matin. Quel fut, selon vous, le message envoyé à ce moment-là ? Moi, je vois une espèce de recherche de soutien sur la voie de l'émancipation. Alors, ça paraît un peu... Voilà. Non, en fait, Jean-Guy Talamogne est quelqu'un qui a un sens politique très aigu, tout le monde le sait. Il a eu l'opportunité d'être invité au Vatican et de rencontrer notamment le plus corse des cardinaux, à savoir Monseigneur Mamberti. À travers Monseigneur Mamberti, il a donc la possibilité de croiser le pape. Je dis bien croiser, parce qu'après, il ne faut pas non plus imaginer des choses invraisemblables. Il n'a pas été reçu comme un chef d'État, ce n'est pas une audience privée à laquelle il a eu droit. C'est lors de l'audience générale qui a lieu tous les mercredis sur la place Saint-Pierre, la possibilité d'échanger quelques mots avec le pape, mais pas seulement des mots, puisqu'il a aussi remis une lettre où il est question de ces liens privilégiés que la Corse a eu avec le Vatican, certes, mais où il insiste sur le fait que le règlement de la situation en Corse, la paix en gros, eh bien ça passe par un règlement politique. Et là, il en a profité effectivement pour renvoyer à des revendications tout à fait contemporaines qui sont celles des nationalistes aujourd'hui. Alors attention, ce n'est pas de la diplomatie de haut vol et on se doute bien que la diplomatie du Vatican, même si on a un pape qui va de l'avant avec le pape François, ça, évidemment, ça ne va pas changer la donne. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même... Mais il y a un récit que Jean-Guy Talamogne est en train d'écrire. Il amène avec lui des journalistes, deux en l'occurrence, vous y étiez. Et c'est pas anodin, il y a cette photo qui apparaît sur les réseaux sociaux quelques temps après la visite. Tout ça, c'est orchestré. Alors, il ne s'agit pas de... C'est malin. Mais alors, orchestré, notre photo qu'on n'a failli jamais avoir, parce que prendre des photos au Vatican, c'est très compliqué. Je peux vous dire que ça, c'était pas orchestré. Mais je veux dire, c'est important, nous, de décrypter ce qui se passe, de décrypter l'enjeu et à travers la communication qui se veut avant tout politique. Caroline, c'est essentiel. Ah ben, complètement. Quand vous dites il n'a pas voulu se positionner en tant que chef d'État, mais alors dans ces cas-là, il n'emmène pas la presse avec lui. Il n'en avait pas la possibilité. Voilà. Non, mais je veux dire, quand il y va et qu'il amène la presse, c'est qu'il y a un coup de com' derrière. Et puis apparemment, l'exécutif n'était pas forcément super au courant du truc. Donc... Voilà, on rentre en plus de ça dans une stature internationale, certes, mais en plus sur une espèce de rivalité entre la présidence de l'exécutif et la présidence de l'Assemblée. Alors ça, après, c'est encore d'autres considérations, cette fois-ci internes. D'ailleurs, il faut tout de même signaler aux téléspectateurs, c'est que, évidemment, il y avait une volonté de coup de com', mais qui a été analysée par Anne Chabanon et vous-même, Sébastien, dans les colonnes de Corse Matin. C'est important aussi de le souligner. 40 secondes pour résumer votre pensée et répondre à cette question. Le nationalisme corse mise-t-il sur une diplomatie internationale? Caroline. Alors, moi je dirais que c'est plutôt un bon positionnement. Je l'ai dit, bien orchestré, bien exécuté.
respecter. Et vous avez raison quand vous dites voilà, que la Corse, elle a intérêt à faire ça. On a pris beaucoup trop de retard. Maintenant, généralement, quand on fait beaucoup à l'international, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire en national. Et c'est ça qui me dérange. On vend du rêve, c'est de l'affichage. Ça nous fait réviser pour nous nos notions de géographie, nos notions de droit international, mais au final, ça ne reste pour l'instant, je dis bien pour l'instant, que strictement symbolique. Voilà. Strictement symbolique pour Caroline Ettori, journaliste pour Parole de Corse. Sébastien. Je suis évidemment pas d'accord parce que lors de cet échange, je pense qu'on s'est fourni quelques exemples l'un à l'autre. Je crois qu'on a dépassé dans certains cas le côté symbolique parce que ces initiatives politiques, le fait de se positionner au niveau des institutions peut aussi avoir une traduction dans les faits. Alors c'est vrai que c'est une mandature encore relativement jeune, que beaucoup de choses restent en projet et ne sont pas forcément réalisées, mais moi en tout cas je suis très heureux de voir la Corse. C'est pas tout à fait nouveau. J'ai rappelé quand même le cas de Jean Baggioni, on était en 99-2000. Hein. Donc, mais que la Corse vraiment occupe cet espace méditerranéen qu'est le sien. Il y a des choses et des dialogues intéressants à faire avec nos voisins immédiats. Et bien sûr que la France fait partie de cela, et la suite je dirais du territoire national. Mais voilà, je veux dire, après on a toute une gamme aussi de partenaires à nos côtés. Quand l'art permet de comprendre les relations géopolitiques ou quand le cinéma transcende l'histoire, la diplomatie vue par la culture, c'est notre décryptage du soir. Alors nous ont rejoint l'éditrice et journaliste Marie-Josée Arrighi-Landini. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Et l'historien et cinéphile Xavier Affre. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. Marie-Jo, l'expo Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts au Palais Fèche à Ajaccio, jusqu'au 2 octobre, vous avez choisi de l'évoquer pour décrypter notre thématique du soir. Et oui, c'est pas si loin. C'était pas pour faire un cadeau à Carolinette, oui, ça aurait été dommage. Non, c'est parce qu'en fait, depuis la Grèce antique, en fait, finalement, le début de la diplomatie européenne, en général, les diplomates sont des gens qui sont choisis parmi les proches des familles régnantes. Parce que comme ça, ils ont la confiance des souverains, puisque c'est quand même, évidemment, des postes clés, et on pourrait fomenter un coup d'État relativement facilement. Et il se trouve que nous, ici, nous avons quand même un exemple assez caractéristique, justement, de quelqu'un qui a placé ses frères, ses sœurs, ses neveux, etc. C'est Napoléon, évidemment. Napoléon qui, lui, a vraiment quadrillé l'Europe avec toute sa famille. Donc, duc, duchesse, grand-duc, grande-duchesse, reine et roi. Il a placé absolument tout le monde sur l'échiquier politique européen. Et il aurait déclaré, parce que les déclarations de Napoléon, c'est pas toujours très, très sûr, « Je suis très honnête homme, j'ai la bêtise de croire à la sainteté des liens de famille ». La bêtise peut-être parce qu'il s'est quand même un petit peu fait trahir par tout le monde. L'histoire le montrera en tout cas. Par Pauline, mais bon voilà. En tout cas, le caractère diplomatique, je vous donne le catalogue qui est très très beau. Le caractère diplomatique des missions qu'il confie à ses frères et sœurs ne fait pas mystère. Hein. Il dira d'ailleurs d'Elisa, qui est l'aînée des sœurs, maîtresse femme, elle avait de nobles qualités, un esprit recommandable, une activité prodigieuse, connaissant les affaires de son cabinet, aussi bien qu'eût pu le faire le plus habile diplomate. Donc Caroline ne va pas échapper à la règle. Elle va avoir des véritables missions politiques. Elle sera d'abord, alors elle épouse Murat, hein, c'est Caroline Murat en fait. Elle aura d'abord le duché de Bergue et de Clèves. Ça lui plaît moyennement. Ça lui plaît très moyennement. Elle ne va pas aller beaucoup à Düsseldorf. Ça va pas tellement. C'est une ambitieuse, hein, quand même. Caroline est une ambitieuse. Donc elle attend mieux que ça. Et elle aura, puisqu'en 1808, donc, Murat est nommé roi de Naples, et donc elle, du coup, reine de Naples. Et là, ça lui convient mieux. C'est quelque chose qui est plus à la hauteur de ses qualités. Alors, bien entendu, là, elle part. T'es pas partie à Bergue, elle part à Naples, et elle va donc meubler son palais en montrant aussi le savoir-faire. Ça fait partie de la diplomatie, de montrer aussi le savoir-faire français, donc ébénisterie, tapisserie des Gobelins, enfin voilà, c'est ce qu'on voit en ce moment au Palais Fèche. Et c'est pour ça que le catalogue est magnifique, mais si vous avez le temps d'y aller, allez voir, parce que là, le Mobilier National a vraiment prêté des pièces qui sont tout à fait remarquables. Et il y a aussi tous les tableaux, parce que c'est une grande collectionneuse. Alors, il y a des tableaux qui représentent justement son intérieur. On voit une reconstitution des salons, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et puis, il y a aussi les tableaux qu'elle collectionnait, parce qu'en fait, elle a une belle culture et un bon sens de l'art, et elle va être aussi une lanceuse de tendance. Lanceuse de tendance, diplomate,
Caroline, sœur de Napoléon, Sébastien. J'aurais pas aimé être son frère. Parce que, très sincèrement, alors c'est vrai qu'il les a peut-être placés. Elle était très capricieuse, la demoiselle, vous l'avez très très bien rappelé. Elle tenait absolument à sa couronne. Et ma foi, au gré de l'évolution des événements, Murat et elle se sont rapprochés quand même de nos amis les Autrichiens. Donc elle a quand même trahi, et pas qu'un peu, Napoléon. Bon, le choix était-il si judicieux que ça au final? Je ne sais pas. Talleyrand avait dit d'elle, elle a la tête de Cromwell sur les épaules d'une jolie femme. Et quand Talleyrand disait quelque chose ou écrivait quelque chose, ça s'avérait souvent juste. Oui, tout à fait. Xavier, sur le cinéphile et historien. Oui, sur Caroline, c'est très intéressant. Vous voulez que je dise ce que vous nous disiez tout à l'heure? Non, c'est possible, oui. Je dénonçais une certaine émission. Mais... Non, c'est effectivement, ce qui est intéressant avec Napoléon, c'est que du coup, en ayant conquis une partie de l'Europe, il a placé, comme sur un échiquier, certains pions. C'est clair qu'on est dans la diplomatie européenne du 19e. C'est assez complexe d'ailleurs, finalement, à suivre. Et pour décrypter la thématique, vous n'êtes pas foulé sur le titre. Non. Mais quel film? Uniquement sur le titre. Mais quel film? Diplomatie de Volker Schlöndorff, un diplomate suédois, interprété magistralement par André Dussolier, un général nazi, Nils Astrup, et la destruction de Paris en jeu. Alors, le film illustre vraiment le côté arme redoutable de la diplomatie qui, à mon sens, mais je pense que le film le démontre aussi, parce que c'est l'art de convaincre l'autre et que ça prend pas mal de moyens, est un art noble, qui est même... J'ai un peu une expression que je dois à Olivier Battistine et que je salue, métapolitique, c'est-à-dire c'est la diplomatie, voilà, on ne peut pas la donner à des politiques, oui, enseignant à l'Université de Corse. Alors le film met en scène cet affrontement entre deux personnages. D'abord, von Choltitz, que tout le monde connaît, du moins, c'était le gouverneur de Paris, celui qui s'occupait de la région parisienne, donc un général prussien. Alors, quand on est prussien, c'est pas heureux tous les jours, hein. C'est très rigide. Et oui, c'est la rigidité de l'armée prussienne, c'est connu. Donc, voilà, pas pour les Prussiens. Et en face de lui, il va avoir un consul suédois qui s'appelle Nordling. Et alors, ce dialogue qu'ils vont avoir tous les deux dans un hôtel parisien, à propos de savoir si le général prussien doit détruire Paris sur ordre d'Hitler, est peut-être imaginaire. En tout cas, on n'a pas de preuve exacte de ce dialogue. Mais ce qui est savoureux dans le film, c'est vraiment un film de diplomatie, c'est un film pour diplomates. C'est l'art du langage. C'est comment on arrive à convaincre en détournant chacun des arguments. Tout veut plus prendre, j'aurais pu prendre comme exemple aussi, vous savez, 12 hommes en colère. Ouais. C'est le même principe, c'est comment je retourne mon adversaire par la force des mots. La diplomatie est plus forte que les armes, et pour retourner la vie tranchée du général prussien, croyez-moi qu'il en faut. Hein. Le film dure 1h30, on imagine que la nuit, si c'était vrai, a dû être très longue. Mais voilà, et Nils Astrup, André Dussolier sont au sommet, évidemment, donc c'est un affrontement entre deux personnages, deux acteurs, deux conceptions du monde. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est la diplomatie qui l'emporte. Je tiens à ce mot sur la rigidité prussienne. Ça montre bien ça. Et je trouve ça assez fascinant dans un contexte actuel où on imagine, et il ne faut pas se laisser berner par ce qu'on entend, que malgré les déclarations de ce président américain dont j'ai oublié le nom subitement, la diplomatie va à son train et avance. Il y a des discussions, des tractations énormes, à mon avis, entre Américains et même Coréens du Nord. Et ça, on l'oublie. C'est pour ça que je dis c'est au-dessus du politique. C'est-à-dire que les politiques s'amusent par la télé, et les diplomates, eux, discutent et sont là. Et je rejoins Jean-Christophe Ruffin, qui avait été ambassadeur de France au Brésil, quand il dit « un ambassadeur devrait être quelqu'un de la société civile ». Pour moi, c'est pas un politique d'être ambassadeur. Et très souvent, d'ailleurs, les politiques partent au gré des élections et les diplomates restent. C'est essentiel, la diplomatie, ce dialogue continue. Caroline, sur le choix de Xavier, et au-delà, sur l'idée que finalement la diplomatie, c'est peut-être le fil d'Ariane de cette émission. C'est avant tout une question de rhétorique. Nous l'avons vu avec les nationalistes, nous le voyons dans ce décryptage que vous nous proposez par le prisme de la culture. Ah oui, alors sur le choix de Xavier, oui, c'est un véritable manuel de diplomatie. Oui, peut-être à diffuser avant les prochaines séances de l'Assemblée de Corse, ça pourrait être utile. Et oui, c'est le langage. Le langage, c'est l'arme la plus absolue, en fait. C'est celle qui braque, qui convainc, qui fait tout, en fait. La rhétorique, avant tout, pour la politique et pour la diplomatie, Sébastien. Puis alors, encore une fois, surpris par l'adhésion que j'ai vis-à-vis de la proposition. C'est bizarre. C'est un film fabuleux. D'abord, c'est vrai par deux immenses acteurs. Et puis, vous savez, c'est dans ces moments où des choses cruciales se jouent. C'est un film qui me fait penser au Souper.
pour renvoyer à Napoléon. Quoi. Là, c'est vraiment ces moments où on négocie à la virgule près pour essayer de sauver une situation qui peut basculer dans l'abîme le plus total. C'est un superbe film. Réalisateur, on l'a peut-être pas dit. Volker Schlöndorff, c'est quand même très voilà, c'est immense cinéaste qui revient parce qu'il a eu un petit trou quand même. Là, oui, c'était pas terrible. Là, c'est mieux. Vous voulez dire que nous allons revoir ces films ou non, celui-là marque le grand retour du réalisateur du tambour. Voilà, et c'est pour ça que cette fantaisie c'est une fantaisie, mais vraiment intéressante. Ouais. La rhétorique, il nous reste quelques secondes. Marie-Jo, c'est aussi essentiel. Je l'ai dit, c'est ce qui a rythmé nos échanges du soir. Oui, tout à fait, bien sûr. Là, c'est vrai que moi, dans l'exemple que j'ai pris, on n'a pas d'exemple particulier de ce qui a pu se dire et se faire. Et c'est vrai que là, on est plus sur ce qui s'est montré en tout cas. Et on sait en tout cas, puisqu'elle dépensait beaucoup d'argent, Caroline, qu'elle a mis les moyens pour recevoir les gens. Donc tout le monde se voyait dans ses salons. J'imagine que ce qui s'y disait était important. Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts, il y a le catalogue magnifique. Et il y a aussi toute la salle, toutes les salles napoléoniennes qui de toute façon parlent de tous les frères et les sœurs de Napoléon et qui nous remettent aussi en tête ce moment où Rome était à nos pieds, Naples aussi. Et c'est jusqu'au 2 octobre au Palais Fèche à Ajaccio. Merci à vous quatre d'avoir débattu et décrypté sur notre thématique du soir, la diplomatie. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de François Corse-Villastel ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h.